Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, au programme de For You Media Africa. Au menu de cette édition du Point sur l'actualité ce soir, offensive diplomatique américaine du côté de l'Afrique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé lundi une tournée d'une semaine du côté du continent africain et précisément les pays suivants sont concernés, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola, même si après un rapide arrêt du côté du Cap-Vert, l'objectif de cette tournée clairement mentionné, contrer l'influence croissante, comme on le dit de l'autre côté, de la Chine, mais aussi de la Russie sur le continent africain. Et pour cela, les États-Unis comptent mettre le paquet en Afrique. Toutes les dispositions sont prises pour reprendre, comme on le dit là-bas, du moins certains analystes, le flambeau sur le continent africain. On en parle dans cette édition. C'est d'ailleurs la thématique centrale et la seule de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus. Bienvenue. Eh bien voilà, merci une fois de plus, mesdames et messieurs, de nous retrouver. On rappelle que vous nous suivez également en direct de la 96.3 FM For You Radio, mais aussi nos différentes plateformes Facebook, YouTube, For You Media Africa, sans oublier notre application For You Media Africa. Passion par Fandom sur ce plateau du Point sur l'actualité, comme d'ailleurs tous les soirs, et bien sûr avec un large sourire, avec la victoire des Lions indomptables du Cameroun ce soir face à la Gambie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la grande prêtresse du panafricanisme, Manoula Sikendoumbé, évidemment. Bon, nous sommes en pleine Cannes et puis bon, nous disons merci aux Lions parce que ce ne fut pas facile, mais que la fête du football continue pour la jeunesse africaine. C'est toujours une très belle chose de voir les Africains se mettre ensemble et puis de partager ces moments, n'est-ce pas? Moments sportivement parlant, mais des moments quand même de célébration de cette jeunesse-là à travers ce sport ou le football. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à nos millions de téléauditeurs, bonsoir à nos valeureux techniciens. Une fois de plus, à la grande galaxie panafricaine, nous leur disons merci et merci pour cette invitation. Votre soutien indéfectible, votre fidélité à For You Media TV Africa, quelque chose qui nous tient à cœur, que nous apprécions à sa juste valeur, sans oublier évidemment le promoteur de cette chaîne, j'ai nommé le président Serge Espoir Matomba. Il faut des jeunes gens comme ça en Afrique, qui croient à l'Afrique, pour pouvoir nous donner la possibilité d'avoir cette arme que For You Media Africa, qui nous permet, nous aussi, de dire, n'est-ce pas, l'information à partir d'un point de vue endogène à l'Afrique. Merci pour cette invitation. Merci à vous, Passion par Fandom. L'autre invitée, Linda Labaroui, qui est avec nous. Peut-être, en attendant, avec le concours de la réalisation, régler ce petit détail de retour d'image pour notre invitée du côté de Zoom, Linda Labaroui, qui ne nous reçoit pas en image, Linda Labaroui, tout de même, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à mon frère sur le plateau Passion par Fandom, bonsoir à tous nos téléspectateurs et merci de m'avoir invité. Et puis félicitations pour le Cameroun, j'ai compris que le Cameroun avait gagné, donc je ne suis pas foute du tout, c'est pour ça que je ne le savais pas, je viens de prendre connaissance. Donc félicitations au Cameroun et puis j'espère qu'ils iront loin. Voilà, j'ai l'image, hein, bon. D'accord, je suis en train d'arranger ça, voilà. Merci à vous, Madame Labaroui. De toutes les façons, c'est bien sûr la fête africaine et c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Voilà donc le décor est planté, le plateau, les invités sont là, Passion par Fandom. Je vais ouvrir cette thématique avec vous en parlant de cette tournée africaine de M. Blinken, une tournée qui était d'ailleurs déjà annoncé. Il va du côté, du moins il est déjà en Côte d'Ivoire, on parle également du Nigeria, de l'Angola, mais il s'est aussi arrêté du côté du Cap-Vert et là-bas il a fait quand même quelques déclarations. Je vais citer: notre avenir est lié, notre prospérité est liée et les voix venues d'Afrique modèle animent et mène de plus en plus le débat dans le monde. On se demande quand même, hein, les États-Unis aujourd'hui relient leur destin à l'Afrique. Comment est-ce que vous percevez cela ou alors vous analysez cela?
Permettez-moi, avec votre permission, d'abord de retourner les civilités à Madame Linda Larbaoui. C'est cette grande dame-là qui est une amie et avec qui nous partageons, n'est-ce pas, les mêmes points de vue, les mêmes postures en ce qui concerne notre continent d'Afrique. C'est une Algérienne très brave, en qui j'ai entièrement confiance. Donc à elle, je souhaite mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2024. Alors, pour mettre les pieds dans le plat, d'abord, Monsieur Blinken, comme on dit un peu au Cameroun, à quelle heure? À quelle heure les États-Unis s'intéressent enfin à l'Afrique et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement, subitement, l'Afrique devient le centre d'intérêt aussi important aux yeux des Américains? Mais il ne faut pas que M. Blinken oublie que nous avons de la mémoire. Nous avons de la mémoire. Nous n'avons pas oublié quand même ce que sont les États-Unis, le pays qu'ils représentent. Et le poids dans l'histoire de ce pays, dans la régression, dans le retard de notre continent et de notre peuple, en ce qui concerne la civilisation, en ce qui concerne le développement, en ce qui concerne la dignité même de l'être humain tout court. Nous ne l'oublions pas. Donc quand nous sommes en face à M. Blinken, nous savons à qui nous avons affaire. Nous avons là un digne représentant de ce pays-là qui a assumé, n'est-ce pas, la ségrégation raciale, qui ne dit pas son nom, qui est le fruit dont l'économie a été battue à la sueur et au sang des Africains noirs à travers la traite négrière, et qui a d'ailleurs nié beaucoup d'inventions qui ont été produites par les Afro-descendants sur le continent américain et à qui on a nié, n'est-ce pas, toute cette intelligence en termes d'innovation. Mais surtout, qui s'est lancé dans une guerre prétendument pendant la guerre froide contre le communisme et qui a préféré cause pour la France, principalement elle, dans cette guerre coloniale qu'elle a livrée à plusieurs pays africains et qui a contribué à faire de l'Afrique le marchepied de l'impérialisme occidental. Madame Larbaoui, avec nous sur ce plateau, n'oublions pas que c'est jusqu'en 1962 seulement que l'Algérie va réussir à avoir son indépendance avec des accords de Vienne. On ne parle pas des pays comme le Cameroun, le mien avec l'UPC, où tous nos dirigeants furent totalement éliminés, malgré le frein. Malgré le fait autant pour moi que, au dehors de la tribune de l'ONU, le principal dirigeant de ce parti est allé démontrer, sur la base des arguments juridiques, que le Cameroun avait droit à l'indépendance et la souveraineté. Mais les États-Unis, il aura suffi tout simplement que la France agite le mouchoir rouge du communisme pour qu'il passe par perte au profit cette aspiration légitime, non seulement des combattants et de nos prédécesseurs camerounais, mais de toute l'Afrique, pour nous mettre dans une cage de fer qui ne dit pas son nom, qui est cette France-Afrique, dans laquelle nous continuons de barboter jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, M. Blinken est quand même le représentant de ce pays qu'on appelle les États-Unis, dont 1492, c'est-à-dire la découverte des Amériques, nous rappelle d'ailleurs aux survivants de cette rencontre-là, de violents souvenirs. C'est pire que la Nakba, ce qui s'est passé pour les habitants des Amériques, 1492, ils ne l'oublient pas. Mais surtout, même pendant les périodes de lutte pour mettre fin à la colonisation, c'est quand même les États-Unis, avec à sa tête l'un des derniers monstres décédés dernièrement, je nomme M. Henry Kissinger, qui ont mis en place une politique appelée Opération Condor, qui avait pour tâche d'éliminer toutes les forces progressistes en Amérique latine. Or, justement, l'Amérique latine, du fait qu'elle a été mise sous coupe réglée, qu'elle a été mise dans ce bain de sang, n'a pas permis au monde libre de pouvoir tirer vers le haut toutes les aspirations des peuples qui aspiraient à se sortir de cette cage de fer. Et on n'oublie pas le dernier épisode de ce processus des pays, de ce processus de décolonisation des pays, c'est l'Afrique du Sud. Les États-Unis ont quand même soutenu le régime de l'apartheid en Afrique du Sud raciste. Incroyable. Donc, c'est ce monsieur Blinken, représentant de toute cette histoire, de tout ce pouvoir, de toute cette vision du monde, ce monde unipolaire,
dominés par ce capitalisme violent, barbare, qui s'exprime aujourd'hui par ce néolibéralisme d'une violence hors norme, qui n'a fait que créer et justifier la problématique qui a été mise en avant par le grand penseur égyptien Samir Amin, un centre et une périphérie. Et nous, les Africains, nous étions condamnés à demeurer dans la périphérie. Nous eûmes été les nouvelles dynamiques qui structurent le monde aujourd'hui, avec l'éveil de nouveaux peuples, de nouveaux pouvoirs, de nouveaux leaderships, de nouvelles exigences, de nouveaux paradigmes par la création. On le voit, cet avènement qui nous tend les mains d'un monde multipolaire. Les États-Unis seraient encore en train de se contenter, n'est-ce pas, de ce monde unipolaire où on peut aller tuer les gens, comme ce fut le cas en Irak, sur la base d'une fiole balancée par M. Colin Powell, alors que tout le monde savait que c'est faux, pour piller les richesses de ces pays-là et être dans le camp de ceux qui s'organisent pour aller détruire, piller, violenter, violer les consciences, tuer, n'est-ce pas, le peuple qui aspire à défendre, n'est-ce pas, leurs richesses et leur peuple. L'Irak est là pour nous le rappeler. L'Afghanistan est là pour nous le rappeler. La Syrie est là pour nous le rappeler. Mais pire encore, tout récemment, ce Blinken qui vient, il a les mains tachées de sang des bébés palestiniens, des enfants palestiniens, des femmes palestiniennes, Madame Sikendoubé. Monsieur Blinken, il est le monstre qui donne les bombes à Monsieur Netanyahou pour détruire complètement. On en va vers 30 000 morts déjà au niveau de Gaza et de la Cisjordanie, qui cautionne encore un apartheid qui ne dit pas son nom entre Israël et le peuple palestinien, qui cautionne encore la politique de colonisation d'Israël vis-à-vis du peuple palestinien. Qu'est-ce que ce représentant de cet ordre ancien, de cet ordre anglo-saxon, peut valablement proposer à l'Afrique aujourd'hui comme alternative au monde unipolaire qu'ils ont longtemps construit, dominé, mais surtout implémenté, pour que d'un côté, on a quelques happy few de ce capitalisme-là qui s'enrichissent de manière outrancière, cette fracture humaine, c'est-à-dire humaniste, où on voit quelques individus qui continuent de s'enrichir, Madame Sikendoubé, et la frange majoritaire du monde qui continue de croupir dans la misère. Donc nous ne voyons pas honnêtement ce que les Américains peuvent venir proposer aujourd'hui aux Africains comme de nouveaux accords, de nouvelles relations qui vont tenir compte du fait que nous aussi, au niveau de l'Afrique, nous sommes des êtres humains au même titre, au même pied d'égalité que eux qui pensent être le peuple élu, comme M. Netanyahou et les ministres le disent ouvertement. Alors, la question que je peux poser pour sortir à M. Blinken, c'est de lui dire, mais M. Blinken, enfin, acceptez-vous le sacro-saint principe contenu dans la charte de l'ONU, celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Si vous l'acceptez, cela signifie tout simplement que vous devez accepter que les Africains soient libres de contracter des accords, des relations avec tous les pays du monde, comme bon le semble, en fonction de leurs propres intérêts et en fonction du cap qui se seront librement fixés. Si c'est ça, le nouvel enjeuement, c'est-à-dire type de rapport que vous souhaitez avoir avec l'Afrique, alors pourquoi pas? Mais si votre nouvelle offensive diplomatique au niveau du continent africain, c'est encore la politique de la carotte et du bâton, c'est la politique de la canonnière, c'est la politique de la soumission et de la vassalisation des peuples africains vis-à-vis de vos intérêts, mais surtout de l'intérêt, n'est-ce pas, de vos élites. Cette oligarchie occidentale anglo-saxonne qui continue de penser que le monde sera nivelé en fonction de leurs propres intérêts. Alors là, je vous dis, M. Blinken, je peux vous le dire, vous avez trouvé une nouvelle Afrique nouvelle qui n'acceptera plus jamais de revenir dans ce cauchemar de l'esclavage, dans ce cauchemar de l'apartheid, de ce cauchemar de la ségrégation, dans ce cauchemar de la déshumanisation, n'est-ce pas, de l'être noir tout court. On ne peut plus l'accepter parce qu'aujourd'hui, nous comprenons évidemment que le temps est arrivé pour l'Afrique, toute l'Afrique en général, du nord de l'Afrique au sud de l'Afrique, parce que on oublie souvent quand on parle de des luttes coloniales, la lutte contre cette oppression coloniale, le prix que beaucoup de nos frères, partant même de l'ancien Maroc, de l'Algérie en Tunisie, ont eu à donner comme sacrifice pour que
nous puissions même avoir cette paix relative que nous avons aujourd'hui, même si elle est remise en cause de manière continue par justement ces espèces d'hyènes comme M. Blinken, qui vient encore comme avec des propositions comme la poudre de perlimpinpin pour essayer une fois de plus de voiler les véritables intentions des États-Unis, qui sont pour que, qu'il n'y ait pas de possibilité pour l'Afrique de se doter d'armée capable de défendre son propre continent. 2, sur le plan économique, de pouvoir donner la possibilité à l'Afrique de pouvoir s'industrialiser. 3, de pouvoir donner à l'Afrique la capacité d'avoir sa propre vision civilisationnelle par rapport à tout ce qu'on nous propose aujourd'hui comme prétendument nouveau droit de l'homme. J'ai parlé des LGBT+, etc., dont M. Blinken est l'un des 10 représentants. Merci à vous, patient Parfendom. Je ne sais pas si avec Madame Labaroui, la connexion a été rétablie. Est-ce que la connexion avec Madame Labaroui a été rétablie? Non, pas encore. Effectivement, vous parliez, patient Parfendom, de ces valeurs, c'est tout ce qui est lié justement aux droits de l'homme. On le rappelle que dans sa déclaration, encore une fois de plus, les États-Unis ont affirmé, du moins Anthony Blinken a affirmé qu'il va, selon les informations, encourager à faire de la sécurité des civils lors d'opérations militaires et la promotion des droits de l'homme et du développement des communautés, une priorité justement dans ces pays africains. Encore la promotion, on sait ce que ça englobe souvent lorsque certains États mettent en avant ce qu'ils appellent justement dans les droits de l'homme. Monsieur Blinken le précise et le rappelle, ce sera une priorité. Mais écoutez, c'est ça qui courrouce quand même. Ce qui regarde l'actualité mondiale, surtout les postures américaines vis-à-vis de certains conflits dans le monde. Alors, finalement, les Américains sont vraiment attachés aux questions de droits humains en Afghanistan. Peuvent-ils faire le bilan de leur présence en Afghanistan? Là encore fraîchement, tout fraîchement, le sang des enfants palestiniens, sont-ils capables de nous en faire le bilan? Vous ne voyez pas ce 2 poids 2 mesures? En Ukraine, ils ont tout déployé, soi-disant parce que la vie humaine était menacée par un dictateur fou appelé Poutine. Mais, M. Netanyahou, qui refuse même d'écouter même son principal allié, que sont les États-Unis. Mais, au même moment, les États-Unis continuent de lui fournir les armes pour tuer, et les bombes pour tuer les enfants palestiniens. Nous avons quand même vu ça. Monsieur Blinken, mais il ne peut pas nous raconter des salades ou bien essayer de nous faire prendre des vessies pour les lanternes. Nous voyons la politique de 2 poids 2 mesures, n'est-ce pas, de l'Occident vis-à-vis des autres peuples du monde. Et il n'y a pas que ça. Les exemples sont florès. Que font les États-Unis encore en Syrie? Si ce n'est pour être dans les postures de captation de la manne pétrolière syrienne. Que font les États-Unis en Irak? Il y a des troupes américaines encore dans ce pays. Tout à fait. Que font-ils là-bas? Pourquoi les États-Unis opposent toujours leur droit de veto chaque fois qu'au niveau de l'ONU, on essaie de sanctionner Israël? Est-ce que vraiment ils peuvent justifier cette position comme des positions des gens qui sont assez accrochés à la protection des droits de l'homme? Pourquoi on essaie de mettre cette histoire en avant en Afrique? Tout simplement parce que justement, on ne veut pas, parce qu'on dénie la capacité aux armées africaines d'avoir la possibilité, dans la guerre contre ce terrorisme qu'ils nous ont imposé, à faire le tri entre les forces terroristes que nous combattons et les populations civiles qui sont d'ailleurs nos propres populations. Et on estime que nos armées ne sont pas formées aux valeurs humaines et qui ne font pas le distinguo entre les terroristes et, n'est-ce pas, les populations civiles. Là encore, c'est de la condescendance, M. Blinken. C'est un terme paternaliste qui régresse, n'est-ce pas, l'homme africain au rang, n'est-ce pas, des gens qui sont encore appelés à évoluer. Donc, qui ont besoin d'un maître
Ce maître, c'est qui? C'est eux, les États-Unis, qui vont venir nous apprendre ce qu'il faut, comment il faut se comporter, comment il faut faire pour qu'enfin nous soyons capables de respecter la vie humaine sur notre continent. Non, mais qu'il arrête. Que ces gens-là arrêtent vraiment de nous provoquer de la sorte. C'est de la provocation. Donc je dis donc ouvertement que nous sommes là dans une phase, dans une opération, une véritable opération de construction d'un mensonge, d'une escroquerie, si nous ne faisons pas attention, si nos élites ne font pas attention, sur laquelle les États-Unis et le monde occidental vont essayer de s'agripper pour définir le type de coopération qu'ils auront envie d'avoir avec l'Afrique aujourd'hui. Mais nous sommes déjà passés à ce niveau. Nous ne sommes plus à ce niveau, M. Blinken. Ouais. La Libye, qu'est-ce qu'elle est devenue? Pourquoi votre Kadhafi? Les États-Unis ont toujours été dans le complot de tous ceux qui ont assassiné nos dirigeants. Les plus brillants. Ceux-là qui avaient une pensée pour l'Afrique, les véritables patriotes. Lumumba, ils étaient dans le coup. Kadhafi, ils étaient dans le coup. Les Oumniobès ont fermé les yeux quand les barbouzes français l'ont fait. L'Olympio, c'est même Olympio a réussi la prouesse de se retrouver dans la cour de l'ambassade des États-Unis au Togo. C'est là où les forces de la maçons allaient le chercher avec justement la bénédiction de Paris. Oui. Et l'ont assassiné. Je peux continuer de donner les exemples. Donc, je crois sincèrement qu'il faut que ces gens-là arrêtent avec cette infantilisation de nos dirigeants. Qu'ils arrêtent avec, excusez-moi, Ouais. avec ces espèces de faux profils du point de vue des éléments qu'ils mettent en avant sur le plan diplomatique pour nous donner l'impression que, bon, écoutez, nous sommes venus avec des ambitions nouvelles, nous sommes venus avec des idées nouvelles, nous sommes prêts à vous accompagner pour mieux protéger les droits de l'homme. Mais quand ils parlent de protection des droits de l'homme, n'oublions pas l'attitude et la posture des États-Unis vis-à-vis de la question des LGBT+. C'est ça qu'on veut nous imposer. Ça va être ça, enfin, les droits de l'homme. Donc je continue de dire, Mme Manoula Sike, Oui. que cette époque est révolue, elle est derrière nous. Cette expérience, nous l'avons. Nous avons bien compris que pour les États-Unis, pour les représentants de cette oligarchie anglo-saxonne comme M. Blinken, le monde doit rester dans son statu quo actuel, c'est-à-dire, d'un côté, une infime minorité qui régente le monde et qui domine le monde de manière outrancière, qui est ses alliés en Europe et un peu partout dans le monde. C'est le cas de l'Australie. Que dit M. Blinken quand les pouvoirs blancs australiens refusent aux aborigènes australiens toute capacité à s'autodéterminer? Que disent-ils, ces Américains? Au contraire, on voit aujourd'hui l'armée australienne main dans la main avec les Anglais, avec les Américains pour aller faire le coup de feu au Yémen, pour essayer, n'est-ce pas, de brimer la résistance outil. Donc, M. Blinken, les Africains n'ont plus besoin d'un dessin. Nous voyons tout cela. Nous voyons tout cela. Pourquoi ce retard économique? Pourquoi en Afrique, on n'a pas pu s'industrialiser convenablement? Ouais. Pourquoi en Afrique, on n'a pas pu avoir des systèmes financiers et monétaires dignes? Je m'arrête là pour dire que M. Blinken, je crois que vous ne savez pas à qui vous adresser. Le continent d'aujourd'hui n'est plus le continent d'hier. Il a beaucoup évolué. Merci une fois de plus à vous. Passion Parfendum, on va poursuivre, peut-être prendre cet élément en ce qui concerne justement cette tournée de M. Blinken en Afrique avant de revenir sur le plateau. Annoncée il y a quelques jours, la tournée africaine du secrétaire d'État américain a débuté ce 22 janvier au Cap-Vert. Anthony Blinken a fait une brève escale dans le pays de José Maria Neves, où il a été reçu par le premier ministre capverdien de Silva, avec qui il s'est entretenu sur la volonté des États-Unis de renforcer ses liens avec l'Afrique. Les USA ont annoncé le financement de 2 programmes au Cap-Vert d'une valeur de 150 millions de dollars. Ceux-ci concernent l'expansion des routes ainsi que la distribution d'eau potable. Un 3e programme d'aide reste en étude. Les États-Unis sont résolus à approfondir, renforcer et élargir les partenariats à travers l'Afrique, a déclaré le secrétaire d'État. Il a en outre présenté le Cap-Vert comme un modèle de stabilité en Afrique, tandis que le premier ministre capverdien de son côté a critiqué les coups de force vécus en Afrique, tout en rassurant des valeurs de démocratie libérale qui caractérisent son pays. Après ce bref arrêt au Cap-Vert, Anthony Blinken s'est rendu en Côte d'Ivoire pour une visite de 48 heures.
À sa descente d'avion, il a été accueilli par l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis, ainsi que par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakou-Adom. Il s'est ensuite rendu au stade olympique Alassane Ouattara pour assister au match de la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations opposant la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale. Ce 23 janvier, il a été reçu en audience par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Les deux hommes ont échangé sur les aspects de coopération entre les deux pays, notamment dans le volet sécuritaire, avec la sous-région ouest-africaine constamment en proie au terrorisme. Après le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire, Anthony Blinken poursuivra sa tournée africaine au Nigeria et en Angola jusqu'au 26 janvier prochain. Annoncée il y a quelques jours, la tournée africaine du secrétaire d'État américain a débuté ce 22 janvier au Cap-Vert. Anthony Blinken a fait une brève escale dans le pays de José Maria Neves, où il a été reçu par le premier ministre capverdien de Silva, avec qui il s'est entretenu sur la volonté des États-Unis de renforcer ses liens avec l'Afrique. Les USA ont annoncé le financement de 2 programmes au Cap-Vert d'une valeur de 150 millions de dollars. Ceux-ci concernent l'expansion des routes ainsi que la distribution d'eau potable. Un 3e programme d'aide reste en étude. Les États-Unis sont résolus à approfondir, renforcer et élargir les partenariats à travers l'Afrique, a déclaré le secrétaire d'État. Il a en outre présenté le Cap-Vert comme un modèle de stabilité en Afrique, tandis que le Premier ministre capverdien de son côté a critiqué les coups de force vécus en Afrique, tout en rassurant des valeurs de démocratie libérale qui caractérisent son pays. Après ce bref arrêt au Cap-Vert, Anthony Blinken s'est rendu en Côte d'Ivoire pour une visite de 48 heures. À sa descente d'avion, il a été accueilli par l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis, ainsi que par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakou-Adom. Il s'est ensuite rendu au stade olympique Alassane Ouattara pour assister au match de la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations opposant la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale. Ce 23 janvier, il a été reçu en audience par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Les deux hommes ont échangé sur les aspects de coopération entre les deux pays, notamment dans le volet sécuritaire, avec la sous-région ouest-africaine constamment en proie au terrorisme. Après le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire, Anthony Blinken poursuivra sa tournée africaine au Nigeria et en Angola jusqu'au 26 janvier prochain. Et bien voilà, jusqu'au 26 janvier prochain, Anthony Blinken sera donc sur le continent africain. Il va continuer sa tournée et on va aller retrouver Linda Labaroui pour la suite. On le rappelle, Linda Labaroui, en 2022, le président américain Joe Biden avait reçu, on le sait, les dirigeants africains dans le cadre de ce sommet États-Unis-Afrique. Et il avait laissé d'ailleurs entendre que son pays manifestera un regain d'attention pour le continent. Aujourd'hui, M. Blinken le dit, on va mettre le paquet, bien sûr en faisant un lien avec cette influence qu'on appelle influence russe et chinoise du côté de l'Afrique. Votre regard? Quand on parle Russie en Afrique, on pense à l'armée, on pense aux armes qui ont servi à libérer quelques pays. Quand on parle Chine, on repense à la route de la soie, mais la route de la soie était ancestrale. Le commerce africain avec la Chine, il date quand même d'avant la colonisation. Mais quand on parle États-Unis, on pense à l'esclavage. Déjà, il y a un gros problème que les États-Unis ont avec l'Afrique. Après, on peut parler des États-Unis. Je reviens toujours à l'histoire, parce que si on connaît pas l'histoire, on comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un véritable lien entre les États-Unis d'aujourd'hui et l'Afrique. Bismarck, qui avait fait le congrès de Berlin et pour départager l'Afrique entre puissances, c'est cette personne-là qui a aussi dit que les États-Unis, tels que nous voyons aujourd'hui les 50 États, ça peut être un paradis justement pour le colonialisme et pour le sionisme, parce que c'est une terre qui est bénie par Dieu, elle est protégée de tous les côtés, c'est-à-dire quand on voit côté nord, vous avez le Canada, donc c'est la même racine, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes familles qu'on retrouve, c'est des colons blancs,
bien évidemment, qui sont venus de France, d'Angleterre, d'Espagne, très peu d'Espagne dans le Nord, très peu d'Hispaniques, et d'Allemands aussi. Il faut jamais négliger l'Allemagne dans ce qui est en train de se passer. Je vais y revenir. Et par le sud, on a un pays qui est hispanique d'ailleurs, et qu'on peut dominer, et sur les deux côtés, nous avons juste la mer et le poisson. Donc c'est Bismarck qui a poussé de tous ces oligarques et tous ces colons justement blancs sionistes à immigrer aux États-Unis pour que ça devienne le fief justement du sionisme, et nous le voyons aujourd'hui très très bien par rapport à ce qui se passe à Gaza. Après, nous avons le lobby aussi russe, ou le lobby khazar, dont fait partie Blinken. Blinken est ukrainien. Son papa a fait partie de l'équipe qui a démoli et qui a provoqué la révolution bolchevique. Et une fois que c'en était fini, il s'est barré aux États-Unis. Et son fils, donc le papa de Blinken, qui revient en Europe dans les fins des années 60 pour provoquer justement toutes les révolutions qu'il y a eu contre l'Union soviétique. Donc, il y a déjà un antécédent avec cet homme. Cet homme, partout où il passe, il y a un conflit qui éclate, un conflit militaire qui éclate, un conflit armé qui éclate. Et la dernière fois où il a fait vraiment parler de lui, c'est quand il est arrivé justement en Palestine, au territoire occupé, pour dire « je ne suis pas venu ici comme le ministre des Affaires étrangères américain, mais je suis venu comme un juif ». Donc déjà à se poser la question, puisque les Africains, il y a 1 an et demi, ils n'ont pas voulu accepter Israël comme membre observateur au niveau de l'Union africaine. Alors, est-ce qu'il vient chez nous en tant que ministre des Affaires étrangères américain, ou il vient en tant que juif qui représenterait en douce Israël? Pourquoi je dis ça? L'Afrique du Sud, en ce moment, a fait quelque chose d'extraordinaire qu'aucun pays n'a osé faire. Elle entame bien évidemment une procédure pour crime contre l'humanité contre Israël. Mais elle implique dans ce qui est en train de se passer, elle implique également les États-Unis et l'Angleterre et les pays qui les soutiennent. Nous avons de l'autre côté qui vient au secours des Américains et d'Israël, nous avons l'Allemagne. Alors là, il y a un autre pays africain qui réplique, qui est la Namibie. La Namibie, depuis 2-3 jours, entame aussi une procédure pour crime contre l'humanité, contre l'Allemagne, qui a exterminé plus de la moitié de la population. Et c'était le premier génocide en vérité qui a été commis le siècle dernier, c'était en Namibie par les Allemands. Donc nous avons l'Afrique aujourd'hui qui répond à toute agression, qui répond aussi à tous ceux qui veulent se mêler de nos problèmes et d'essayer de nous importer leurs problèmes, comme les États-Unis aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. L'Afrique réplique à tout ça. Il y a un gros souci avec la mer Rouge, où les Houthis, ils ne veulent pas que les États-Unis justement restent là avec toute leur armada militaire. Ils veulent pas que les États-Unis continuent à dominer l'axe la rentrée Bab el-Mandeb et puis le canal de Suez, en dehors du fait qu'ils soutiennent le peuple palestinien. Alors dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Les Américains font bouger leurs éléments. Ils ont fait bouger qui? L'Éthiopie, pour provoquer un incident avec la Somalie. Les Somaliens aussi qui répliquent et qui ne veulent pas rentrer dans un conflit armé, en sachant que après la guerre du Vietnam, c'est la Somalie qui a battu les Américains en 1994. Ça, il faut jamais l'oublier. C'est quand même un petit pays africain qui n'était pas très armé, mais les Somaliens ont battu les États-Unis et les États-Unis n'en parlent jamais.
Donc les États-Unis qui ne sont pas capables de faire face à une force militaire aujourd'hui parce qu'ils sont impliqués en Israël et ils sont impliqués toujours en Ukraine, eh ben ils essayent de faire bouger leurs éléments. Il y a l'Égypte qui s'en est mêlée, donc ils ont calmé un petit peu la chose, mais tout ça c'est par rapport à la corne et par rapport à la domination. Il est faux de dire que les États-Unis ne s'intéressent pas à l'Afrique. Les États-Unis, quand ils ont fait Yalta, ils n'ont pas invité De Gaulle qui représentait la France, mais ils ont parlé de décolonisation. Bien évidemment, il y a eu une négociation, c'était des décolonisations, et c'est là où les États-Unis ont mis leurs pieds en Afrique. Mais par rapport justement à l'histoire de l'esclavage, qui est un sujet très sensible et en Afrique et aux États-Unis, eh ben ils ne voulaient pas se montrer du tout. Donc ils ont cédé au Royaume-Uni par le Commonwealth. Ils géraient leurs affaires et puis par le précaré français aussi, ils avaient des intérêts, donc ils ont laissé les Français faire. Jusqu'en 2007, en 2007, il se passe une chose, c'est que George Bush, fils, décide du jour au lendemain, ça pour nous, mais je crois que la chose avait été bien étudiée, il décide de créer Africom. Et là, il y a un pays, ça c'était en février 2007, qui c'est qui répond à cette demande? C'était la France, par un coup d'État en Mauritanie, et c'est à partir de là que nous avons vu que le terrorisme s'est propagé en Afrique par Al-Qaïda, bien évidemment, et après on a eu Boko Haram et d'autres groupes qui ont été créés par la France pour contrecarrer les Américains. Donc les Américains se sont toujours intéressés à l'Afrique avec des sales combines avec le terrorisme. Et quand je parle terrorisme, par exemple, en 1991, quand Ben Laden est arrivé sur le continent, eh ben, il a ramené tous ces moudjahidines qui ont été aidés par les Américains en Afghanistan pour démolir l'Union soviétique. Mais avant ça, en 1995, il y a Kissinger qui nous a créé l'opération Safari Club. Tout a été mis au point en 1975 et l'opération a démarré en 1976. C'était pour dégager l'Union soviétique de l'Afrique. Donc les Américains ont toujours été là. Et nous remarquerons que depuis la création d'Africom, il y a eu quand même 11 coups d'État en Afrique. Donc il y a des coups d'État qui ont été faits par des personnes qui voulaient bien évidemment libérer leur pays et en finir avec le colon comme le Mali ou comme le Burkina, tout ça. Mais il y a des coups d'État qui ont été faits par la CIA et avec l'aide bien évidemment du Pentagone. Donc les Américains, aujourd'hui, il y a une véritable guerre contre les États-Unis au Moyen-Orient. Hier encore, ils ont perdu une vingtaine d'hommes. Ils sont bombardés par les forces irakiennes. Ils sont bombardés aussi par les forces syriennes. Il y a le Yémen. On peut reprocher ce qu'on veut au Yémen, mais c'est un pays. Les Américains leur font la guerre depuis 2015. Mais la déstabilisation a commencé en 1963 quand les Américains voulaient justement récupérer leur hégémonie en mer Rouge. Donc les pays arabes en ont marre d'eux. Partout il y a les Américains, il y a la mort. Partout il y a les Américains, il y a du terrorisme. Partout il y a les Américains, il y a des déstabilisations. Aujourd'hui, les peuples, justement, parce que ceux qui sont en train de leur faire la guerre en Syrie, au Liban, au Yémen, ce sont les peuples, ce ne sont pas les armées des pays. Et puis en Somalie aussi, même les Somaliens, ils bombardent également les bateaux américains. Et nous avons même l'Érythrée qui a bombardé 3-4 fois. Il y a 2 petites îles qui font partie de l'Érythrée, où il y a 2 bases israéliennes. Et ben les Érythréens les ont bombardés, je crois, 3 fois. Donc on veut les dégager et les États-Unis aujourd'hui veulent se rapprocher de l'Afrique parce qu'ils perdent du terrain. Ils le perdent au Moyen-Orient, ils le perdent en Asie également.
Ils sont en train de perdre leur place en mer Rouge, donc ils veulent se rattraper en Afrique pour essayer de réinvestir leur place et en mer Rouge, et puis aussi côté Atlantique. Et puis il y a aussi l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est en train de faire une véritable guerre aux États-Unis, parce qu'ils connaissent leur combine, ils savent que l'apartheid c'est eux. Les États-Unis ont hérité de tout ce que les Anglais ont fait. Et les Anglais, c'est les Anglais qui ont créé l'état d'apartheid en Afrique du Sud. Donc, il y a une véritable guerre de quelques dirigeants africains contre la présence des États-Unis, mais contre la présence aussi de leur véritable armée cachée qui est Israël. Merci. Oui, et c'est d'ailleurs avec cette, on va dire, cette conclusion que je vous relance, Passion Parfendum. Madame Labarlu le dit, les Américains sont en mauvaise posture avec le Moyen-Orient. Les Américains veulent se rattraper en Afrique. Et justement, on voit de l'autre côté, parallèlement, on voit une Chine, mais aussi une Russie qui s'impose sur le plan sécuritaire, précisément pour le cas de la Russie, par exemple, en Afrique, et aussi encore pour être précise, dans le Sahel, et ce qui a d'ailleurs valu le départ des troupes entre autres françaises, ce qui a entraîné une dégradation des relations entre ces pays dits occidentaux et bien sûr les pays africains. Alors, pour aller peut-être dans le sens de Linda Labarui, les États-Unis essayent, vous le pensez également, d'assurer leur avenir en se rapprochant de d'autres pays africains ou alors en essayant de se rattraper en Afrique. Elle a parfaitement raison et votre question, elle est juste à propos parce que quand vous faites l'analyse globale de ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire vous regardez le monde d'hier après la chute du mur de Berlin et une politique diplomatique, une diplomatie américaine qui avait le vent en poupe, si on peut le dire, qui dominait de manière outrancière pratiquement l'ensemble du globe. Et voir que depuis un certain temps, il y a l'émergence, par le biais de plusieurs contradictions, de nouvelles forces qui ne sont plus du tout soumises au diktat américain. Et ils l'expriment ouvertement. Vous voyez que de par le développement économique de nouvelles puissances, c'est le cas de la Chine, il y a de nouvelles ouvertures qui se font. Vous voyez que de par la boulimie des capitaines d'industrie, justement, du capitalisme néolibéral occidental, mais surtout anglo-saxons, ils ont, sous le fallacieux prétexte de faire des bénéfices, commencé à délocaliser un certain nombre de leurs entreprises vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'aile marchande du monde. La grande manufacture du monde qu'est la Chine, et autour de la Chine, ce qui est considéré comme l'aile marchande du monde. Donc, ils sont lancés dans un processus de désindustrialisation de leur propre économie, au détriment de leur propre peuple et de leur propre, j'allais dire, carré ou dominé, et ont vendu sous le fallacieux prétexte de se faire de bénéfices, n'est-ce pas, l'ensemble de leurs techniques, de leurs technologies, à cet Asie-là, pourquoi? Parce que, un, la main-d'œuvre était moins chère, de deux, il n'y avait pas de contraintes d'ordre financière, comme c'est le cas, mais aussi sur le plan des impôts, n'est-ce pas, comme c'est le cas en Occident. Troisièmement, le niveau de vie étant plus ou moins élevé qu'en Occident, il y avait moins de revendications salariales qu'en Occident, parce que les gens voulaient se faire du bénéfice. Et là, la dernière information que je donne, c'est qu'une grosse société comme Mercedes a été rachetée par les Chinois. Donc, elle se délocalise pour la Chine. C'est vous dire l'ampleur des dégâts que cela est en train de causer. Mais, pire encore, là où vous pensez carrément qu'ils étaient un terrain conquis, et ils avaient sémé tellement la zizanie entre ces peuples qu'il n'était pas possible pour ces peuples de pouvoir se réconcilier. Et l'une des expressions les plus palpables de cette déconvenue américaine, c'est que la Chine, qui n'était pas considérée comme un pays une puissance de premier plan dans ce domaine-là, a réussi le tour de force à réconcilier les deux frères ennemis qui étaient les Iraniens et les Saoudiens. Et là, l'Amérique est en train de perdre. L'Amérique ne peut plus imposer son diktat pour réguler, par exemple, le cours du pétrole sur le plan mondial. L'Amérique ne peut plus faire son diktat pour réguler le cours de certaines matières premières stratégiques
sur le plan mondial et la Chine pousse. La Chine ne met pas en avant pour pouvoir investir dans ce pays, pour pouvoir collaborer avec un pays, des questions comme les questions des droits de l'homme. Oui. Elle a envie, par le biais d'un soft power, de prendre de l'espace économiquement un peu partout dans le monde, mais surtout, ils ont un cash-flow assez consistant qui leur permet aujourd'hui de pouvoir évoluer. Donc, les États-Unis sont restés un peu sur les lauriers. Ils ont cru que le monde ne pouvait pas évoluer, que personne ne pouvait tousser, sans oublier le fait que une résurgence de la Russie sur le plan militaire qu'ils n'ont pas vu venir. Donc, il y a un déséquilibre de leur propre vision de l'équilibre mondial qui les met totalement en difficulté aujourd'hui. Alors, quel est le seul bloc? L'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés qui tient pratiquement d'un seul tenant, comme on dit. Quel est donc le seul bloc là où enfin ils se sont réveillés en disant attention, c'est là que la croissance de demain va se produire. Soit en capacité de fourniture de matières premières dont nous avons besoin, soit en capacité de nouvelles possibilités de marché, opportunités de marché pour pouvoir écouler tout ce que nous produisons et que nous avons la capacité de dominer sur le plan culturel et le plan civilisationnel. C'est l'Afrique. Nous sommes plus d'1,4 milliard d'habitants. Demain, c'est l'Afrique. Donc si vous êtes absent, là où la croissance de demain va se faire, si vous êtes absent, là où l'innovation future va se faire, vous avez perdu la guerre. Et curieusement, au même moment, que font les peuples et les États africains? Ils se rapprochent de ceux dont les États-Unis considèrent comme les ennemis, à savoir la Chine, à savoir la Russie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'Iran, il y a aussi la Corée du Nord, il y a aussi la Turquie, etc., etc. Donc, c'est une explosion de possibilités qui ne cadre plus avec la vision centralisée des États-Unis qui pensaient, avec leur pensée unique, pouvoir régenter, n'est-ce pas, leur puissance partout dans le monde. Et quand on voit très bien, les pays qui ont été visités par M. Blinken, ce sont les pays qui sont sur la côte atlantique. Donc on veut d'abord sécuriser cette côte atlantique qui regarde les États-Unis. Ça veut dire que ce n'est pas un choix anodin. Non, ce n'est pas du tout un choix anodin. On veut sécuriser la côte atlantique qui fait face aux États-Unis. On veut essayer d'avoir des percées à la fois diplomatiques, économiques, mais surtout militaires et géopolitiques dans ces espaces-là, pour que ces espaces ne soient pas progressivement gangrénés par de nouvelles puissances qui sont opposées à l'hégémonie américaine. C'est ça qui explique le Cap-Vert. Vous pouvez me demander, mais pourquoi le Cap-Vert? C'est un petit archipel, un conglomérat de quelques îles, archipel, quelques îlots excentrés là-bas. Mais non, parce que quand vous regardez, vous avez la carte et vous avez la position stratégique du Cap-Vert, ça vous donne une idée sur ce que ce pôle-là, ce pays, c'est un pôle stratégique, n'est-ce pas, si les États-Unis parviennent à s'y positionner comme un pont avancé d'une présence militaire, d'une présence, j'allais dire, diplomatique et économique sur le reste de l'Afrique. Mais maintenant, n'oubliez pas, ils ne s'en cachent pas. Depuis le sommet où vous avez participé, ils ont été clairs. Mais mieux encore, ces derniers temps, ils affinent leurs propositions. Ils vous disent qu'ils vont installer des bases de drones tout le long du golfe de Guinée. Et les pays ont été déjà nommés. Il y a le Nigeria, il y a, je crois, le Togo, il y a la Côte d'Ivoire. C'est ça qui explique. Bénin, Ghana, Guinée. C'est pour ça que M. Ouattara accueille Blinken pendant 48 heures. C'est pas anodin, mais c'est aussi parce que dans la guerre contre l'AES et contre les pays signataires du traité d'Itako Gourma, M. Alassane Dramane Ouattara et la Côte d'Ivoire se sont montrés comme de véritables supplétifs de l'ordre occidental dans cette zone-là. Donc, on vient donc renforcer cette coopération parce que plus que jamais, on va faire de la Côte d'Ivoire le point de projection de toutes les attaques diverses et variées, que ce soit économiques, militaires et même diplomatiques, de la présence américaine vers, n'est-ce pas, les États de l'AES. Et maintenant, évidemment, quand on voit le Nigeria, c'est parce qu'on a peur. Il y a une coopération entre le Nigeria et la Russie qui commence à inquiéter. On a peur que la première puissance démographique et même économique de l'Afrique puisse basculer dans le giron et qui soit opposé aux intérêts américains, même si pour l'instant cela semble un peu compliqué. Mais de toute façon, qui sait, nous sommes dans le développement de dynamiques aujourd'hui que personne ne maîtrise. Et c'est pour cela, à mon sens, que les États-Unis essaient de mettre vraiment leur poids
pour qu'un pays comme l'Angola, qui a des relations qu'on connaît séculaires avec la Russie, elle aussi, elle commence à être attaquée et amondée dans sa volonté d'être un pôle aussi important. Vous connaissez le rôle de l'Angola, par exemple, dans la stabilisation des conflits au niveau de la zone des Grands Lacs, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le rôle de l'Angola, il est majeur. Donc ne voyez pas seulement l'Angola. Voyez aussi ce que les États-Unis essaient de souffler. Voilà, à travers l'Angola, comme positionnement, comme posture, comme position, n'est-ce pas, géopolitique au niveau de l'ensemble des Grands Lacs. Et c'est ça qui justifie cette visite-là aujourd'hui. Et là, je suis d'accord avec Mme Labaye pour sortir et préparer les attaques contre l'Afrique du Sud. Parce que ça paraît anodin. Mais la position sud-africaine, suivie en cela par la violente et tonitruante déclaration du gouvernement namibien vis-à-vis de l'Allemagne, commence à poindre du nez et à montrer le nouveau visage de la résistance africaine. Et ça, les États-Unis vont mettre le paquet pour essayer de casser cette nouvelle dynamique-là qui, justement, va continuer à les mettre en difficulté sur le sol africain. Et je crois que c'est ça qui explique la tentative de M. Blinken, comme là, je suis d'accord, qui ne représente pas que les États-Unis, mais surtout les intérêts du sionisme juif à travers le monde. Et comme ce valeureux capitaine-là qui vient essayer de négocier, mais surtout de concrétiser cette présence-là à travers cet ensemble de projets qu'ils essaient de s'aimer sur le continent africain. Mais Dieu seul sait que ça paraît léger, parce que si pour un pays comme le Cap-Vert, vous avez comme proposition la capacité de doter le Cap-Vert d'adduction d'eau potable et de quelques routes, on a presque envie de rigoler, d'écouter le pauvre Premier ministre cap-verdien nous parler de la démocratie libérale et s'attaquant, n'est-ce pas, au coup d'État, donc aux États de l'AIS, c'est visible. Bon, on verra de quoi demain sera fait, mais aux Africains de faire attention. L'Afrique est devenue l'enjeu majeur de la géopolitique, mais surtout l'enjeu majeur de la projection de la domination des États-Unis sur le reste du monde, parce qu'ils en font enfin leur cible, leur centre névralgique de la nouvelle guerre qu'ils vont livrer pour essayer de conserver ce qu'ils peuvent encore conserver aujourd'hui comme instrument de domination. Merci à vous. Une fois de plus, Passion Parfum, on aborde les dernières minutes de cette émission, mais on revient vers vous pour l'autre tour de table. D'ailleurs, le dernier tour de table, Linda Labaroui, on parle des États-Unis comme ce capitaine-là, effectivement, qui vient en Afrique négocier. Mais si on vous comprend bien, du moins les analyses de ce soir, derrière donc, ou alors à côté des États-Unis, il y a tout un bloc, il y a plusieurs États, il y a plusieurs pays. Puisqu'on parle d'offensive diplomatique américaine, on pourrait parler d'offensive otanienne, si on peut le dire comme ça, en Afrique, justement, contre le bloc Russie, Chine, et voilà, si on peut le dire ainsi. Parce que le dernier pays qui était encore souverain au niveau de l'armée, c'était la France. Et en 2009, Sarkozy a remis la France dans l'OTAN. Et depuis, il n'y a plus d'armée française. C'est là que nous avons affaire à l'OTAN. Et puis la France aussi, on ne peut pas parler de la France seule. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Et on voit bien comment l'Union européenne ne peut pas résister face aux États-Unis. Eh bien, ils font tout ce que les États-Unis leur demandent. Aujourd'hui, les États-Unis ne cherchent pas une place géopolitique en Afrique. C'est plus une place géostratégique. Pour la simple raison qu'ils ont perdu du terrain partout. Et puis là, ils veulent récupérer avec l'Afrique. Surtout que depuis 2 ans, au niveau de l'Union africaine, il y a un travail qui a été fait et un dossier qui a été établi, et l'Afrique demande 2 sièges à l'ONU et revoir tous les accords. Je crois que je vous ai envoyé ça tout à l'heure, revoir tous les accords qui ont été faits. Parce que nous avons appris aussi que au niveau des pays qui ont le droit au veto, quand ça s'est fait en 1945, c'était du provisoire. Donc c'est du provisoire qui dure, et dès qu'il y a quelque chose qui ne convient pas à un pays ou à ses intérêts, comme aux États-Unis par rapport à Israël, ou comme la France par rapport au Mali, ou par rapport à d'autres pays aussi de ce qui était son précaré,
eh ben, on met le droit du veto. Donc ça va plus. Et il y a ce dossier, l'Algérie qui siège aux Nations Unies, eh ben, elle a demandé, hier ou avant-hier, ils ont demandé une réunion pour intégrer comme aux États-Unis par rapport à Israël, comme la France par rapport au Mali, par rapport à d'autres pays aussi, ce sont des armes américaines, mais il y a aussi les drones et les missiles qui partent des bateaux américains. Les avions, ils partent des porte-avions américains. Donc les États-Unis sont impliqués dans ça. Et ça les affaiblit au niveau de l'ONU. Il y a aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'action menée par la Namibie, qui, elle, est en train d'affaiblir l'élément principal de l'Union européenne, qui est l'Allemagne. Nous avons aussi le Soudan qui a chassé les diplomates émiratis, et puis il implique les États-Unis dans ce conflit par rapport aux Émirats arabes et la guerre qui est soutenue par les États-Unis et qui est financée par les Émirats arabes. Nous avons aussi le Sahara occidental, qui est un pays qui donne sur l'Atlantique, qui est en train de se battre, et il y a une véritable guerre. Les Marocains ne le disent pas, mais il y a des missiles, il y a des drones, il y a une véritable guerre qui est là. Et le Polisario demande à ce que la MINURSO fasse son référendum pour l'autodétermination. Nous avons aussi l'Éthiopie et la Somalie ils ont failli rentrer en guerre et un conflit armé. Heureusement, je le répète, l'Égypte a mis son nez là-dedans. Donc les États-Unis sont derrière l'Éthiopie. Vous avez aussi une action qui sont utilisées par les Américains pour bombarder les Houthis, pour bombarder le Yémen. Donc les États-Unis sont impliqués aujourd'hui avec... Qu'est-ce qui a fait tout ça? C'est le conflit qu'il y a à Gaza et avec les Palestiniens et cette injustice qui dure depuis 75 ans. Et ce conflit a permis à sortir les Américains de leur trou, et ça a donné du pouvoir à la Chine, qui aujourd'hui, la Chine est en train de préparer le plus gros congrès justement par rapport aux axes maritimes, et il faut que ça soit un problème international, mais il faut pas que ça soit les Américains qui continuent à dominer les axes maritimes. Mais parallèlement à ça aussi, nous avons la Russie qui commence à faire des démarches pour réclamer la restitution de l'Alaska. Et ça aussi, je vous ai envoyé tout à l'heure le dossier. Donc, ils ont trop de gens contre eux. Il y a une coalition qui s'est faite contre les États-Unis parce que ce sont des fabricants de guerre et de conflits. Et puis, depuis 1991, ils n'ont fait que ça. Ils ont mis la pagaille dans le monde entier. Et l'Afrique n'en a pas échappé, mais l'Afrique, ça a toujours été par proxy. Et aujourd'hui, ils veulent venir nous montrer qu'ils sont gentils avec nous, alors que toute leur histoire déjà est montée sur l'esclavage et sur le malheur des Africains. Les États-Unis ne sont pas nos amis, ils ne le seront jamais. Et déjà, s'ils veulent vraiment être nos amis, ils commencent déjà par reconnaître le mal qui a été fait à l'Afrique et tous ceux qui ont été déportés. Donc, il faut faire très très attention à ce pays. Je vous ai cité pas mal de conflits dans lesquels ils sont impliqués. Et puis, je vais finir quand même par une chose. Quand Blinken a fait sa tournée, il a commencé par la Turquie, il voulait forcer les Turcs à reconnaître Hamas comme un groupe terroriste. Et Erdogan a bien répondu que Hamas est sur son territoire occupé, et Hamas, par rapport au droit international, c'est un groupe qui veut se libérer. Donc, ça a commencé comme ça, et ça s'est fini avec l'Égypte, justement,
qui ne voulait pas céder. Et là, l'Égypte est en train de signer des accords nucléaires avec la Russie. Et merci. Passion Parfum d'Homme, on va sortir avec vous. Malheureusement, on ne pourra pas aller du côté du standard vu le temps qui nous est imparti. Nous sommes d'ailleurs arrivés à la fin de cette émission, mais on vous accorde quand même, la réalisation nous accorde quelques minutes, peut-être pour sortir. Passion Parfum d'Homme. Il faut faire attention à ce pays qu'est les États-Unis, si on s'en tient à la conclusion de Linda Labarre. Oui, il faut faire attention finalement à cette tournée aujourd'hui de M. Blinken. Je dirais que de toute façon, cette tournée de M. Blinken, elle est du point de vue de l'analyse, on la comprend. Les États-Unis sont en difficulté. Ils sont à la recherche de nouveaux pôles, n'est-ce pas, d'implémentation ou bien de mise en avant de leur vision, du monde. Oui. Donc, la question, elle est à la fois géopolitique et géostratégique. Attention. Oui. Elle est aussi géopolitique. Cette question-là. Comment faire pour avoir des États qui sont dans la même ligne, dans la même vision idéologique que les États-Unis? Parce que c'est ça qui commence à faire défaut. Les peuples, en décidant de se rendre autonomes, de récupérer leur souveraineté, elles prennent justement le côté opposé de l'idéologie américaine de la soumission à travers cette idéologie néolibérale qui dirige le monde. Donc à partir de ce moment-là, la question elle est aussi éminemment géopolitique. Géopolitique, oui. Quand on écoute très bien le Premier ministre capverdien, il met en avant, et qu'est-ce qu'il dit aux Américains? Nous sommes d'accord avec vous, nous sommes vos hommes. Oui. Nous sommes vos hommes parce que ce que vous avez dicté comme concept de modernité démocratique, nous les appliquons de plein fouet. Et justement, et l'embraye en disant, justement, nous sommes contre les coups d'État parce que ces coups d'État sont contraires aux valeurs démocratiques que vous prônez. Voilà l'enjeu central. Le plan géostratégique, éminemment aussi. C'est pour ça qu'on est Nigérien. Au Nigeria, et quand on parle de Nigeria, n'oubliez pas, n'est-ce pas, c'est l'oléoduc qui doit partir du sud du Nigeria, traversant le Niger et devant aboutir au niveau de l'Algérie. Pourquoi ne pas le saboter? Puisqu'on a saboté le Nord Stream 2. Pourquoi ne pas saboter ce projet qui est déjà avancé quand même. Ouais. Mais il y a aussi d'autres priorités. Il y a au-delà de cet oléoduc, d'autres gazoducs et aussi qui risquent de s'arrimer, n'est-ce pas, à ce pipe-là. Donc les États-Unis veulent être là où les questions centrales énergétiques du monde se jouent. Mais pour qu'ils aient des chances de faire passer leur point de vue, il faut évidemment que les élites qui vont diriger ces pays-là soient complètement soumises à leur vision du monde. Et c'est ça l'enjeu central. C'est ça l'enjeu central de cette vassalisation de nos élites. Et on ne pourra juguler cette tentative, énième tentative encore occidentale de nous dominer comme ce fut le cas depuis le temps, les siècles d'esclavage, en procédant justement par des espèces de mise en commun de nos énergies et de nos visions. C'est ça la charte de l'Itako Gourma. Il faut que partout en Afrique, qu'on commence à se mettre ensemble pour la défense de nos intérêts et pour la sécurité de nos populations. Et ça, les États-Unis ne sont pas du tout d'accord parce que ça va justement à l'encontre de leurs projets sur l'ensemble du globe. Donc je vous ai dit, l'Afrique est importante pour elle parce qu'elles sont de perdre partout. Au niveau de l'Amérique latine, c'est plus ça. Au niveau de l'Asie, ils ont pratiquement perdu. Au niveau du Moyen-Orient, comme on vient de le démontrer ici, ils sont en difficulté. Quelle est la zone où ils peuvent aujourd'hui essayer de se redéployer, essayer d'implémenter leur philosophie politique et aussi économique, et aussi sur le plan de la finance internationale, avec le processus de dollarisation qu'ils essaient un peu de freiner. Ce n'est que dans ces États africains où ils ont l'impression que les structures, à la fois politiques, économiques, mais aussi culturelles et civilisationnelles, ne sont pas encore suffisamment bien implantées, et que là, quelque chose peut être fait pour essayer de reprendre, n'est-ce pas, la main dans une politique mondiale qui est en train de leur échapper. Et c'est pour cela que nous interpellons une fois de plus le leadership africain en disant attention, une fois de plus, ne nous ramenez plus dans des postures d'esclaves. Il faut que l'Afrique aille de l'avant, mais pour qu'elle puisse aller de l'avant, il faut que
que des entités, même sous-régionales, commencent à se former pour défendre au mieux nos richesses, nos souverainetés, mais aussi sécuriser sur le plan militaire l'ensemble de ces espaces-là pour en faire des espaces, n'est-ce pas, de possibilités de programmation d'un développement économique et social. Merci à vous, Patient Parfendon. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition du Point sur l'actualité. Merci à vous également, Linda Labaroui, d'avoir été avec nous dans le cadre de cette émission. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis, même si on n'a pas pu aller du côté du standard. Toutes nos excuses une fois de plus. Merci et bien sûr à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. On se retrouve demain à la même heure, d'autres thématiques. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.